L'année était 1305. Les calendriers marquaient le 23 août. Par une matinée londonienne humide et parfumée de suie, alors que le soleil tentait de percer la lourde brume grise s'élevant au-dessus de la Tamise, la ville s'éveillait à son vacarme habituel mais chaotique. Les rues étaient remplies des cris stridents des marchands ambulants vantant leurs marchandises, du cliquetis rythmé des fers à cheval sur les pavés et de l'arôme du pain frais cuisant sur des feux de charbon. Cependant, ce matin-là, l'air transportait plus que de la boue et de la mousse de rivière. Il y avait un goût métallique, une électricité étrange annonçant une brutalité organisée. Tous, des classes populaires de Londres à l'aristocratie, étaient attirés vers le même centre comme par un fil invisible, Smithfield. Pour les Londoniens, ce jour n'était pas un jour de travail ordinaire, mais une journée de divertissement massif et des avertissements orchestrés par l'État. Des milliers de gorges assoiffées de sang déferlèrent vers la place de Smithfield, poussées par une seule pulsion primaire, assister à l'une des exécutions les plus célèbres, les plus violentes et les plus documentées de l'histoire. Dans l'esprit médiéval, les exécutions n'étaient pas seulement la manifestation de la justice, mais un moment de catharsis collective. L'homme qu'ils venaient voir n'était pas le héros romantique peint en bleu sous les lumières de Hollywood, prononçant des discours à cheval. Devant eux se tenait le géant écossais William Wallace, croupissant dans les cachots noirs de la Tour de Londres depuis des semaines, affamé systématiquement et vidé psychologiquement, mais dont l'esprit ne pouvait toujours pas tenir dans les chaînes de fer du roi Édouard. Aujourd'hui, sous l'angle de l'anatomie de la folie, nous montons sur les planches poussiéreuses de cet échafaud sanglant. Nous examinons non pas le démembrement du corps d'un homme, mais la folie d'un empire et la destruction d'un symbole d'A. Le principal architecte de ce sombre théâtre, le roi Édouard Ier, également connu sous le nom de Longshank, le Sec, n'était pas seulement un conquérant, mais un brillant stratège du règne par la peur. Sans comprendre la psychologie d'Édouard et son désir d'être le malus scotorum, le marteau des Écossais, nous ne pouvons saisir pourquoi Wallace fut exécuté avec des méthodes aussi extrêmes. Pour Édouard, Wallace n'était pas seulement un rival militaire ou un criminel ordinaire. Il était la plus grande insulte existentielle à son idéal d'un ordre divin absolu et d'une politique unile, un roi, à travers toute la Grande-Bretagne. Édouard était un perfectionniste qui utilisait sa formation juridique comme une arme, fondant chaque mouvement dans un cadre légal. L'esprit d'Édouard se trouvait à une intersection dangereuse entre la minutie juridique médiévale et le narcissisme illimité d'un tyran. Il avait écrasé la résistance galloise en la transformant en bain de sang, expulsé les Juifs d'Angleterre et bâti chaque atrocité sur un prétexte légal. Aux yeux d'Édouard, la rébellion de Wallace était comme une maladie, et cette maladie ne pouvait être guérie qu'en broyant la réputation et la dignité humaine de la victime seconde par seconde, morceau par morceau, plutôt que de simplement lui ôter la vie. Son approbation personnelle de chaque instant de l'exécution, recevant même des rapports sur la respiration de Wallace dans sa cellule, prouvait que son obsession du contrôle était d'une ampleur terrifiante. Pour lui, Wallace était un mécanisme à démonter, un engrenage à briser. De l'autre côté, l'homme au bout des chaînes, William Wallace. Il n'était pas un aristocrate en quête de pouvoir ou un politicien rêvant d'un royaume. Il était un homme en deuil qui avait battu une cause nationale sur les décombres d'une perte personnelle, un homme qui n'avait plus rien à perdre. La psychologie de Wallace fut déclenchée par la rage sombre et profonde consécutive au meurtre de sa femme, Marion Bradfute, par les Anglais. Ce traumatisme le transforma d'un simple propriétaire terrien en une force de la nature imparable. Avec la victoire de Stirling Bridge en 1297, il n'avait pas seulement prouvé que la cavalerie lourde anglaise pouvait être vaincue. Il avait aussi instillé dans le monde l'idée qu'un homme ordinaire pouvait gripper les rouages d'un empire massif. Cependant, en 1305, Wallace était un étranger sur sa propre terre. Les nobles écossais, préférant les miettes et les titres sécurisés à la table d'Édouard au risque de la liberté, s'étaient rendus. Une solitude profonde, l'abandon et un sentiment des efforts gaspillés dominaient probablement l'esprit de Wallace.
Vivre comme un fugitif dans les forêts après la lourde défaite de Falkirk avait mis de côté sa fière identité de chevalier pour le transformer en une pure idée. Wallace connaissait chaque instant de la fin qui approchait. Le prix de la haute trahison au Moyen Âge n'était pas un secret. Ce sentiment d'inéluctabilité lui donna sa plus grande arme contre le bourreau, cette dignité inébranlable, presque étrange. Il avait accepté que son corps soit détruit, mais il avait emprisonné son esprit dans une forteresse qu'Édouard ne pourrait jamais atteindre. En un sens, en acceptant la mort avant de mourir, Wallace avait dépouillé Édouard de sa plus grande arme, la peur. La capture de Wallace ne fut pas le résultat d'un coup de génie militaire ou d'une bataille rangée, mais le fruit du côté le plus sombre et le plus insidieux de la nature humaine, la trahison. Cette trahison ne vint pas d'une main étrangère. Elle vint de son propre sang, du chevalier écossais Sir John de Menteith, qui fut autrefois son allié. La psychologie de Menteith s'était brisée sur la ligne fine entre le désir de survivre et la loyauté nationale. L'or promis par Édouard, les droits de propriété et la promesse d'une vie paisible pesèrent plus lourd que la vie d'un rebelle. Les livres d'histoire se souviendraient de Menteith comme « Fal Menteith », le faux Menteith. Lorsque Wallace fut pris en embuscade près de Glasgow en août 1305 et mis au fer, a-t-il regardé Menteith dans les yeux? Très probablement, oui. Et dans ce regard, il vit la preuve la plus amère de la façon dont l'espoir d'indépendance d'une nation pouvait être dépensé comme de la petite monnaie pour un sac d'or. En livrant Wallace, Menteith n'a pas seulement vendu un homme, il a sacrifié l'honneur de l'Écosse aux tribunaux anglais. Le long et humiliant voyage de Wallace vers Londres se fit accompagner du lourd effondrement spirituel d'avoir été poignardé dans le dos par un ami, et non seulement de la captivité physique. Cette trahison avait ouvert dans l'esprit de Wallace des blessures plus profondes que les tortures d'Édouard. Car la douleur physique passerait, mais être vendu par les siens était une blessure qui faisait saigner l'âme à jamais. Des frontières brumeuses de l'Écosse aux rues boueuses de Londres, Wallace fut exhibé non pas comme un guerrier ou un chevalier, mais comme un animal de foire. Édouard voulait détruire le charisme de Wallace aux yeux du public en organisant personnellement la haine du peuple. Il fut exhibé de ville en ville. Les gens étaient délibérément autorisés à lui jeter des excréments, des déchets et des pierres. Les soldats d'Édouard dirigeaient cette rage primitive du peuple comme un orchestre. Le but était d'effacer le nom de Wallace, de l'héroïsme dans l'esprit public pour qu'on se souvienne de lui comme d'un criminel couvert de saleté. La psychologie de Wallace durant ce processus était celle de l'isolement et de la transe. Il s'était retiré dans la forteresse intérieure qu'il avait bâtie dans son esprit pour ne pas entendre la pluie d'insultes, les légumes pourris frappant sa peau et les chants dérogatoires montant. Il n'avait pas construit un mur de privation sensorielle, mais un mur émotionnel. À son arrivée à Londres, il fut maintenu sous haute surveillance dans une maison du quartier de Fenchurch. Cette nuit-là, en regardant les flammes vacillantes des torchers dans la pièce, il a dû chorégraphier l'horreur qu'il allait vivre le lendemain, seconde par seconde. Le moyen le plus efficace de torture psychologique est l'incertitude et l'attente. Pour Wallace, chaque seconde pesait plus lourdement sur ses épaules que la hache du bourreau. Le rugissement de milliers de personnes à l'extérieur contrastait avec la solitude absolue à l'intérieur. Le matin du 23 août, Westminster Hall, le lieu le plus noble et le plus magnifique de Londres, n'était pas un temple de la justice, mais une plateforme de propagande où un scénario préécrit était mis en scène. Lorsque Wallace fut introduit, on lui posa sur la tête des branches de laurier en guise de couronne dérisoire. C'était une ironie vile moquant l'allégation selon laquelle Wallace voulait être roi. Édouard tentait de dépeindre Wallace comme un comédien à travers ce symbole visuel. Pourtant, Wallace n'avait jamais cherché de couronne. Il ne cherchait que la liberté et la justice. Les juges étaient les hommes les plus loyaux et les plus impitoyables d'Édouard. Les accusations furent lues en latin et en français avec la froideur glaciale de la terminologie juridique. Wallace ne comprenait pas tous les détails techniques de ces langues, mais il pouvait lire clairement le désir absolu de destruction dans les yeux d'Édouard. La réponse légendaire de Wallace à l'accusation de haute trahison créa un silence de mort momentané dans la salle d'audience. « Je ne peux pas être un traître envers Édouard, car je n'ai jamais été son sujet. Ma loyauté n'appartient qu'à mon propre pays,
et l'absence d'un roi écossais ne fait pas d'Édouard mon roi. Cette défense était une contre-attaque psychologique qui nivelait toute la légitimité d'Édouard en une seule phrase. Cependant, dans la cour d'Édouard, ce n'étaient pas les faits qui importaient, mais l'obéissance absolue. La décision fut annoncée en quelques secondes, comme un sceau que l'on frappe, pendu, traîné, écartelé. Ici, la loi était la servante de la vengeance, non de la justice. Sorti de la salle d'audience, Wallace fut enchaîné à un cadre en bois, une claie, tiré par un cheval, comme un morceau de viande. Il fut traîné sur des kilomètres à travers les rues de Londres qui, à l'époque, étaient remplies de boue, de déchets animaux et de détritus ménagers. Alors que les pavés et le gravier tranchant déchiraient son corps seconde par seconde, des milliers de Londoniens bordaient les routes, acclamant cet état misérable. Le but d'Édouard était de couler le héros aux yeux du peuple, de le mélanger à la terre, physiquement et métaphoriquement. Durant ce processus, les vêtements de Wallace furent mis en lambeaux et son corps nu entra en contact avec toutes les souillures de la ville. Le traînage est l'un des châtiments médiévaux les plus humiliants, dépouillant la victime de tout contrôle et la réduisant au rang d'objet. Tandis que les gens jetaient des pierres et proféraient des insultes, le corps nu de Wallace perdait de plus en plus de sang à chaque seconde sur les pavés. Pourtant, les témoins notèrent avec étonnement que Wallace ne poussa pas un seul cri de douleur. Même traîné au sol, il gardait les yeux fixés sur le ciel, agissant comme si les attaques sur son corps appartenaient à un autre monde. Ce silence était la plus grande des résistances, couvrant le bruit de la foule et ébranlant l'autorité d'Édouard. La foule commençait à ressentir un lent sentiment de stupéfaction et une peur étrange face à une victime qui ne criait pas et ne demandait pas grâce. La place de Smithfield fut ce jour-là le théâtre de l'une des opérations les plus sombres que l'histoire ait jamais connues. Lorsque Wallace fut amené à l'échafaud, le bourreau devant lui n'agit pas comme un simple exécuteur, mais comme un ingénieur de la douleur et un technicien en anatomie. Conformément aux instructions méticuleuses d'Édouard, le corps de Wallace avait été transformé en table d'expérimentation médicale. La première étape, la pendaison, était conçue non pas pour briser le cou de la victime et mettre fin rapidement à sa douleur, mais pour qu'il ressente l'horreur primaire de la suffocation et le souffle froid de la mort dans chaque cellule. La cyanose, coloration violacée, apparaissant sur le visage de Wallace lorsque la corde se tendait, la fin brûlante d'air de ses poumons et la dernière danse d'asphyxie de son corps avec la mort furent observées seconde par les milliers d'yeux sur la place. Cependant, juste au moment où sa conscience allait sombrer dans l'obscurité, la corde fut coupée. Wallace fut ramené à la vie avec l'afflux atroce d'air dans ses poumons. C'était la cruauté la plus grande et la plus planifiée d'Édouard. La moquerie de la mort de la victime en la ramenant à la vie à plusieurs reprises, lui faisant revivre sa faim à chaque fois. Vint ensuite le processus d'éviscération, le retrait des organes internes, représentant le sommet anatomique de l'horreur. Wallace fut attaché à l'échafaud, cette fois sur une table horizontale, comme un animal sacrificiel. Lorsque le couteau tranchant du bourreau ouvrit la cavité abdominale de Wallace selon une ligne verticale, la vapeur s'élevant de son corps et la chaleur du sang couvrirent l'échafaud. Le point ultime de tension psychologique fut la victime témoignant du déploiement de son propre monde intérieur tout en respirant encore et en étant consciente. Alors que les mains du bourreau s'agitaient parmi les organes encore chauds de Wallace, le bruit initial de la foule fit place à un silence lourd et étouffant. À mesure que chaque organe était retiré et montré à la foule, ces zones que l'esprit médiéval acceptait comme le centre de la compassion, de l'émotion et de la conscience étaient jetées dans le feu flamboyant juste devant Édouard. Wallace, regardant sa propre conscience et son sens de la liberté, se transformer physiquement en cendres n'était pas seulement une destruction physique, mais l'annihilation systématique de l'existence spirituelle d'un humain. Alors que l'odeur de chair et d'organes brûlés remplissait la place, transformant les spectateurs en complices silencieux, chaque seconde durant laquelle Édouard tentait de brûler l'anatomie de cette folie, en même temps que l'âme de la victime était scellée dans l'histoire. La douleur physique de Wallace ne prit fin que lorsqu'il fut décapité. Mais la vengeance d'Édouard ne s'arrêta pas à sa mort, car il ne s'agissait pas seulement d'une exécution,
mais d'une opération des annihilations. La tête de Wallace fut trempée dans le goudron pour sa conservation et placée sur une pique sur le pont de Londres comme avertissement au monde entier. Pendant des années, cette tête murmurerait le prix de la défiance envers Édouard à tous les passants. Cependant, il y avait un plan plus stratégique pour son torse, l'écartèlement. Un bras fut envoyé à Newcastle, l'autre à Berwick, une jambe à Stirling et l'autre à Perth. En démembrant géographiquement Wallace, Édouard pensait semer des graines de peur dans chaque coin de l'Écosse et déchirer physiquement la résistance en morceaux. Sa logique était « des morceaux qui ne peuvent s'assembler ne peuvent former une résistance ». Pourtant, la leçon la plus importante de l'anatomie de la folie se cache juste ici. Édouard avait tué un homme, mais il avait créé un martyr inébranlable et indivisible. Le corps démembré de Wallace alluma un feu de vengeance imparable, et non de peur, dans chaque ville écossaise qu'il atteignit. Les membres de Wallace furent perçus comme des reliques sacrées dans chaque ville où ils arrivèrent. Des chefs hésitants comme Robert le Bruce, en apprenant la nouvelle de cette exécution sauvage, virent le vrai visage du règne d'Édouard et leur propre avenir. Wallace fut divisé en 4, mais son esprit était devenu le mortier national qui unirait l'Écosse en une seule pièce. Les morceaux s'étaient rejoints, la légende était complète. Aujourd'hui, quand on se tient à l'endroit de Smithfield où cette atrocité a eu lieu, le silence des pavés fait frissonner. En ce jour d'août où il pensait avoir gagné, Édouard Ier a en réalité perdu sa domination sur l'Écosse pour toujours. Car s'il a détruit un rebelle, il a donné à une nation une cause pour laquelle tout pouvait être sacrifié et un traumatisme qui ne serait jamais oublié. La folie d'Édouard, tout en cherchant à assurer l'obéissance absolue, avait créé la résistance absolue. L'histoire de William Wallace n'est pas une chronologie de défaites ou un conte de victimisation. C'est une exploration de la mesure dans laquelle l'esprit humain peut plier, sans jamais rompre, face à la terreur d'État systématique et à la folie royale planifiée. Édouard pouvait déchirer les cordes et brûler la chair dans le feu, mais aucune hache ne pourrait jamais trancher l'idée de liberté née dans cette atmosphère sanglante de Smithfield. Les rues de Londres furent lavées ce jour-là non seulement par le sang d'un chevalier, mais par la loyauté inébranlable d'un homme. Cela sert de rappel que les tyrans ne peuvent régner que sur le présent de leurs victimes et sur leur corps. La dignité des tombés, cependant, façonne l'avenir et l'histoire elle-même. Ce dernier silence résonnant sur les pavés sanglants de Londres n'était pas une fin, mais le premier présage de l'éveil éternel d'une nation et de la défaite ultime de la couronne anglaise en Grande-Bretagne.